L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est dans l'air, derrière les rires, la haine, conflit, l'appel des généraux à la Constitution. Et puis BHL, 33 ans de prison. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Franz Ambrosch, Yann Penaud, Jacqueline D et Francky Desbiens. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps difficiles. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Mais nous allons commencer ce journal par Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, après son mandat, la maire de Paris vise le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Non, non, vous ne rêvez pas, et ce n'est pas non plus du Gorafi. Après avoir saccagé Paris, Hidalgo voudrait se réfugier à l'ONU. La nullité va-t-elle être récompensée? La maire PS de Paris, élue en 2014, achèvera son deuxième mandat en 2026. Elle ambitionne ensuite de devenir haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, selon des informations de la Tribune dimanche. L'hebdomadaire précise qu'Anne Hidalgo bénéficie du soutien d'Emmanuel Macron dans son projet et que le président a appuyé sa candidature. Les losers se serrent donc les coudes. Anne Hidalgo a fait de notre belle capitale la vitrine du Parti socialiste. Sale, moche et invivable. Même à gauche, sa candidature est jugée ubuesque. Anne Hidalgo se verrait bien au commissaire aux réfugiés à l'ONU. Elle sait de quoi elle cause, par son sens de l'accueil dans la plus grande dignité des personnes en situation de migration dans nos rues. Dites le Poudret, il me semble incongru que vous puissiez pousser la candidature de la folle dingo au commissariat aux réfugiés. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les réfugiés à Paris? Les livrer aux mains des dealers et toxicomanes? Zéro compétence, zéro track record, merci. Ah, ce qui est certain, c'est que Paris va se souvenir d'Anne Hidalgo. Des clandestins, de la saleté, un saccage permanent. C'est un Paris qu'on ne reconnaît plus, c'est un Paris défiguré. Rue de Rivoli, l'une des plus prestigieuses de Paris, mais aussi sale que les autres. Vivement les municipales de 2026. Oui, changer de majorité est devenu une nécessité vitale pour la ville de Paris. Anne Hidalgo cumule de tristes records, migrants, saleté et bien sûr insécurité. Plus d'un francilien sur deux se sent en insécurité, et particulièrement les plus fragiles, et les jeunes femmes. Insécurité à Paris, les chiffres de la préfecture de police de Paris. Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national. 93% des vols sans agression sont le fait d'étrangers à Paris. 63% des agressions sexuelles dans le métro sont le fait d'étrangers à Paris. 3 mineurs sur 4 déférés devant un parquet en Île-de-France sont des mineurs isolés. Paris, la nuit tombée, devient un véritable coupe-gorge. Et vous le savez, Paris a été enlaidi par les travaux et l'idéologie excrologiste. Oui, des travaux permanents. 120 rues Place en chantier ininterrompu depuis plus de 1095 jours, dont arrêt métier. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter cela? Anne Hidalgo est-elle atteinte du syndrome de Pénélope? Oui, elle a tendance à faire et défaire ce qu'elle a réalisé. Étrange, est-ce qu'il y aurait derrière des dessous de table? Et le résultat est mochissime. Végétalisation participative à Paris. Cette relais est souvent s'est abandonné. Et pour végétaliser, que font-ils? Ils abattent des arbres. L'escrologie dans toute sa laideur. Hidalgo a voulu également rendre Paris invivable aux automobilistes. Paris réussit. Bouchons polluants sur une voie alors que 3 autres voies sont vides. Sympa Paris à visiter, les bouchons, la saleté, l'insécurité. Et puis j'ai conservé le meilleur pour la fin. Comme un parfum d'Anne Hidalgo. Oui, la mairie de Paris a inventé le concept de pissotière exhibitionniste. Étonnant, non?
Les petites filles vont donc croiser des messieurs qui urinent debout en pleine rue. C'est pas un sketch, c'est un projet d'Anne Hidalgo qui veut transformer la capitale en pissotière à ciel ouvert. Du Hidalgo pur jus. En même temps, est-ce qu'on est vraiment surpris? Parce que, si je puis me permettre, la vulgarité, c'est un peu son rayon à la poissonnière de l'hôtel de ville. Souvenir, souvenir avant les Jeux Olympiques. Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Un élu peut-il s'exprimer ainsi? Ah oui, j'oubliais, c'est une socialiste. Quant aux peines à jouir, ils sont de retour. Les fameuses retombées des Jeux Olympiques qu'on nous promettait. La période des Jeux Olympiques 2024 a eu un impact très négatif pour de nombreux commerçants parisiens. Ces derniers attendent la mise en place d'une commission d'indemnisation promise depuis 7 mois et espérée avant l'été. Comme beaucoup de restaurateurs parisiens, Christophe Soré espérait profiter de l'engouement populaire des Jeux Olympiques 2024 pour recevoir de nombreux clients dans ses établissements. Mais le restaurateur a finalement vu son chiffre d'affaires fondre durant la période. Les touristes qu'on attendait n'étaient pas vraiment là, ils étaient au niveau des fan zones ou des événements sportifs, mais ils n'étaient pas dans Paris. Ah, elles sont belles les retombées économiques des Jeux Olympiques. On vous l'avait annoncé dans ces entretiens. Et d'ailleurs, on ne connaît toujours pas le montant astronomique de ces Jeux Olympiques. Et vu le peu d'empressement de communiquer sur le sujet, il doit être vraiment colossal. 40 milliards, comme l'affirme Le Figaro. Pour connaître le montant exact de ce gouffre financier, il faudra attendre l'automne 2025. Les sénateurs rendront un rapport sur les finances des Jeux Olympiques. Rapport qui s'annonce explosif. Et oui, les Français ont eu leurs Jeux Olympiques, et bien maintenant qu'ils se serrent la ceinture, plus de pain. 40 milliards à combler. Et pourquoi, enfin, pour ce moment éphémère qui a duré moins de 2 mois et qui a engendré pot de vin et gaspillage qui pèseront très longtemps sur nos finances. Un exemple parmi 1000, la Seine. Et vous le savez, 1,4 milliard englouti pour rien, l'eau est toujours aussi sale. Et pourtant, cet été, Anne Hidalgo triomphait. Va dans la Seine, les pieds en avant, vous la voyez sur l'échelle. On voit tout son sourire, il y a beaucoup d'applaudissements, il y a beaucoup de monde qui regarde ce moment, vous le voyez. 1,4 milliard pour la baignade d'Anne Hidalgo, ça fait quand même un peu cher. C'est simple, hein, les Jeux Olympiques, ce n'était que de la com hors de prix pour politiciens en bout de course. Et le bilan financier d'Anne Hidalgo s'en ressent forcément. Plus de 9 milliards d'euros de dettes, l'accablant bilan économique d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. C'est très socialiste de faire des dettes. Et puis surtout, ces socialistes, ils aiment vivre entre eux. C'est l'entre-soi des bobos. Leur dernière monstruosité, chasser les gueux. France Info, 14 mars. Je suis scandalisé que Madame Le Pen préfère assumer des morts de pollution en inventant ce terme horrible d'apartheid social. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'insurge contre la chef de file du Rassemblement national au sujet des ZFE. Le projet du Parti socialiste au XXIe siècle, créer des citadelles de bourgeois bohèmes interdites aux pauvres. Argument d'une misère incommensurable d'Anne Hidalgo pour justifier l'apartheid social que sont les ZFE. Comment dire, après le passage d'Anne Hidalgo, Paris est défiguré, sale, endetté, c'est une ville où règne l'insécurité, l'exclusion, l'arbitraire, l'absurde, une vraie vitrine du Parti socialiste. Conséquence. Paris, une fuite des habitants de plus en plus marquée. Selon une étude de l'INSEE, les Parisiens quittent de plus en plus la capitale depuis 10 ans. Et ceux qui déménagent dans Paris sont plus aisés que les arrivants d'Île-de-France ou d'autres régions. C'est quand même un peu ironique. Elle provoque l'exil et elle veut s'occuper des réfugiés. Anne Hidalgo, après son mandat, la mairie de Paris vise le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Insupportable démagogie. Paris est devenu Boboland, les pauvres y sont exclus, et la voilà qui prétend s'occuper des réfugiés. Mais quelle escroquerie!
Du PS à LR, 50 nuances de Macronie, mais c'est toujours infâme. Certains me font remarquer que les électeurs ont voté 2 fois pour Anne Hidalgo. Eh bien non, ils n'ont pas voté pour Anne Hidalgo. La première fois en 2014, elle était seconde dans le 15e arrondissement et sa liste socialiste avait fait un faible score. Ce sont les grands électeurs qui élisent le maire de Paris. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle est à son second mandat. On pourrait me faire remarquer que les socialistes étaient en tête. Oui, ça, c'est l'État socialiste et on sait comment il fonctionne, à partir de clientèle. Et donc, à la une du dimanche, les folles gabegies de l'État. C'est l'État profond, l'État socialiste en somme. Vous savez qu'à l'étranger, Donald Trump et Milei se sont attaqués à cet État profond et leur ont coupé une partie de leur budget. Pour bien comprendre l'ampleur de cette mafia, CNews. La France décroche la médaille d'or. Dans la catégorie machin inutile, l'État français est imbattable, tenez-vous bien. 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 854 au total. Le Sénat tente de faire le tri dans ce capharnaüm via une commission d'enquête. Bon courage à eux. Alors vous me donnez le tournis, qui sont-ils? À quoi servent-ils? Un exemple parmi d'autres, le système Coalia, scandale financier avec l'argent du contribuable, l'association humanitaire qui recase les copains de Borloo. Article à lire, tant les noms des personnages et leurs fonctions en disent long sur cette association opaque qui pompe 100 millions d'euros par an. Coalia, 115 millions d'euros par an en moyenne. Ciblée par une enquête menée par le parquet de Paris, l'association est soupçonnée de conflits d'intérêts non résolus, de contrats douteux et de mauvaise gestion des fonds publics. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur toutes ces associations, ces ONG, je vous renvoie à mes entretiens précédents sur l'ARCOM ou sur l'ADME. Et au niveau européen, c'est la même technique. Subventions aux ONG, l'Union européenne perd la trace de milliards d'euros. Lobbying, opacité, manque de vérification. Dans un rapport, la Cour des comptes de l'Union européenne tire à boulet rouge sur la Commission européenne et sur les États membres pour leur gestion floue de fonds normalement strictement accordés aux ONG. Oui, 7,4 milliards d'euros pour financer des ONG qui avaient pour fonction de faire du lobbying auprès des députés pour défendre le pacte migratoire ou le pacte vert, et également pour cibler les opposants. Ce sont des méthodes mafieuses. Et on apprend, subvention de l'Union européenne, la liste non exhaustive des organisations promouvant un islam radical financées par l'Europe. Décryptage. Depuis une dizaine d'années, la Commission européenne et les États membres accordent sans sourciller de très nombreux financements à des organisations controversées. Une situation longtemps dénoncée par la sénatrice UDI Nathalie Goulet. De Paris à Bruxelles, c'est toujours la même histoire. Des subventions opaques pour financer les parasites, les lobbyistes et les dangers pour notre civilisation. C'est quand même beau l'Europe. Et en plus, c'est vous qui payez pour cette fin de vie en quelque sorte programmée. Le ministre des Comptes publics, Amélie de Montmachin, n'écarte pas la suppression de l'abattement fiscal des retraités. Il faut bien financer les 2 nouveaux milliards pour l'Ukraine et les 7 d'augmentation de salaire en 3 ans des 66 000 fonctionnaires de l'Union européenne. Postulat à plus de 35 000 euros par mois y compris. Oui, Florian Philippot, c'est indécent. Et je crois que tout le monde a pris conscience que ce système ne pouvait pas perdurer. Prenez l'exemple des grands patrons, ils sont en train de se révolter contre l'Union européenne. Je vous renvoie à mon dernier entretien consacré à Bernard Arnault. Quelle va être la réaction des macronistes? Oh, toujours la même. Ils pleurnichent et racontent n'importe quoi. Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. J'en appelle au patriotisme des patrons. À quel degré de tartufferie pontifiante faut-il en être arrivé pour appeler au patriotisme des patrons quand on fait partie de la caste de technos, des socialistes qui ont ruiné les finances publiques comme la compétitivité française sans jamais se remettre en cause? Et puis il faut quand même oser. Ce sont ces socialos qui ont soutenu cette Europe du libre-échange qui est une des premières causes de la désindustrialisation en France. C'est cette Europe également qui a organisé une compétition stupide entre les industries européennes au nom de la sainte concurrence. Et le bilan de cette politique depuis 40 ans? Appauvrissement généralisé des classes moyennes. Et quelle est leur solution? Comme toujours, la fuite en avant.
On est au bord du précipice? Eh bien, un bond en avant. Bruno Le Maire, le dilaté. Faire de l'euro une monnaie de référence mondiale. Bruno Le Maire plaide pour mettre en commun une partie des dettes des pays européens. C'est donc ça le but de cet endettement massif accéléré. Nous faire accepter, quasi sans autre choix, de mettre en commun nos dettes pour nous menotter aux autres pays de l'Union européenne et acter de force une Union européenne fédérale. Le moment hamiltonien. Vous en souvenez, Fred était venu nous le présenter dans ses entretiens. Vous mutualisez les dettes et vous créez ainsi un État fédéral. Pas sûr que les Italiens et les Allemands soient enthousiastes. Enfin, une affaire à suivre. Mais n'oubliez jamais que tout ce système ne tient que par la propagande et donc sur les journalistes. Derrière les rires et les paillettes, la haine. Selon le journal Marianne, l'ambiance en coulisses de l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5, est tout sauf convivial. Plusieurs membres de l'équipe, anciens comme actuels, témoignent anonymement de conditions de travail dégradées chez le producteur. Troisième œil, harcèlement moral, rivalité interne, départs brutaux et arrêt maladie à répétition. Une chef d'édition aurait été licenciée de manière humiliante dès janvier 2023, provoquant un climat de peur dans la rédaction. En mai 2024, un programmateur quitte son poste après une altercation publique avec une supérieure, dénonçant dans un mail sa déshumanisation. Burn-out, pleurs, reproches incessants, mépris quotidien, surnoms dégradants comme traître ou encore c'est dans ton cul. Pour l'émission concurrente, c'est dans l'air. Le malaise est profond. Anne-Elisabeth Lemoine, alias Babette, est citée pour sa brutalité en public, ses colères et son langage fleuri. C'est à gerber. Le rythme imposé par l'émission quotidienne et l'absence de répétition avant tournage aggravent le stress. Une ex-journaliste accuse la production menée par Pierre-Antoine Capton d'appliquer une logique low cost où les petites mains sont essorées puis jetées. La nomination controversée de Mohamed Bouafsi, jugé proche d'Emmanuel Macron et accusé d'avoir un traitement de faveur, renforce les tensions. L'équipe est aujourd'hui fracturée en clans. Sur la pandémie, Crépol, Macron, l'Union européenne, le souverainisme, Patrick Cohen et Babette vous désinforment quotidiennement. Mais soyons honnêtes, ce ne sont pas les pires du PAF. Non, voici l'enfer. L'enfer est vide, tous les démons sont ici sur LCI. Message du général Alcazar. Je mets de côté le général qui fait partie des rares experts qui tiennent la route sur cette chaîne de propagande qu'est devenue LCI. Je serai également indulgent pour la dame d'origine américaine qui ne brille pas par l'acuité de ses analyses. Pour les trois autres, un mythomane affabulateur dont la vie ne risque pas d'être menacée par les services russes, vu le niveau de clownerie de ses prestations, une pseudo-ex-fonctionnaire de l'OTAN de nationalité franco-britannique qui collectionne les âneries, on comprend que l'OTAN s'en soit débarrassée, une pseudo-nationaliste ukrainienne qui pendant des années, même après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, a accompagné les touristes et hommes d'affaires russes et qui depuis 2022 a senti le bon filon en tournant kazakh pour squatter les plateaux TV et sortir des énormités que même un enfant maternel ne croirait pas, sans citer sa vulgarité insultante. Trois invités qui, sans LCI, seraient sans doute au RSA. Quant à l'animateur, la qualité de ces trois invités reflète assurément sa qualité journalistique. Et bim! Et puis il y a sur le service public complément d'enquête. Bidonné. Complément d'enquête. Dans un document inédit révélé par Complément d'enquête, une agence de désinformation russe se félicite de la victoire du Rassemblement national aux dernières européennes, grâce au déploiement quotidien de narratifs comme le fait que les partis de droite seraient les partis de la paix et du bon sens. Là, on en resterait presque sans voix. C'est du Célérus qui frôle l'overdose. Comment décrédibiliser, diaboliser le camp de la paix et de la raison? C'est les Russes. La guerre et la mort, c'est le camp du bien. Est-ce que c'est cela sur le service public? Mais vous savez, ce qui est exaspérant dans ce genre de bobard, c'est que quelques mois plus tard, on s'aperçoit que tout est bidon, mais il n'y a jamais vraiment de correctif. Comme pour Trump, pour l'élection de 2020 ou 2016, ou pour l'attaque russe entre guillemets contre Macron en 2017. En somme, c'est de la pure manipulation. Le journaliste aux ordres du service public
affirme qu'une agence russe, Social Design Agency, aurait des docs montrant que les Russes seraient flattés de la victoire du Rassemblement national aux élections européennes, dans des documents qui ne sont pas encore révélés. Voyons voir. La Social Design Agency, cette agence russe de propagande Internet, est sous sanction depuis belle lurette. Ce n'est donc pas un sujet nouveau. Le documentaire est très à charge contre le Rassemblement national, et là, ce n'est pas encore nouveau. Pour que ça soit pas trop visible, ils ont probablement inclus Florian Philippot comme collatéral. Comment ont-ils eu accès aux documents? Le site de Social Design Agency est un site vitrine. D'après complément d'enquête, ces documents n'ont jamais été publiés en France. Or, il est peu probable que France 2 ait un informateur à Moscou qui ait pu avoir accès à des documents internes d'une boîte de 3 personnes dirigée par un mec qui est proche de la Douma, ni qu'il s'adonne à des actes de piratage informatique. Donc comment ces documents ont-ils été obtenus? Le PDG de Social Design Agency a bien une adresse, mais ce n'est pas la source. Il est donc envisageable que ces documents proviennent d'un échange d'informations US-France avant la nomination de Trump. Dans ce cas, les services français, à la demande de l'État, n'avaient qu'à les transmettre à France 2 pour réaliser un petit coup politique de derrière les fagots. L'intérêt pour Delphine Ernotte semble évident. Elle vient de soumettre sa candidature à l'Arcom pour une décision prévue cet été. Elle dit à l'Arcom « Voyez comme je tape fort sur l'extrême droite, notre coopération gaucho-centriste est fructueuse, votez pour moi !» Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, mais je la juge crédible. C'est peut-être une solution, mais je pense que le fameux document qui nous est présenté par le journaliste aux ordres n'existe pas. Oui, ce journaliste aux ordres d'ailleurs devrait rappeler, par exemple, comment la presse française a été financée par l'US-Aid, notamment l'AFP ou le journal Le Monde, et même les fact-checkers, pour soutenir le camp démocrate et taper sur Donald Trump. Ça serait plus un scoop. Et puis, cette agence russe est en quasi-mort cérébrale depuis 5 ans. Amélie Ismaili. La note interne, qui se vante que les investigations des autorités françaises, Viginium et européennes, ont découvert notre opération, donc cette fameuse agence, preuve de son efficacité. Ou la note qui établit de faire monter des narratifs anti-OTAN, par exemple le narratif suivant, texto 1, l'égalité des genres, les droits des transgenres et des minorités sexuelles, le changement climatique, la liberté, la démocratie. Voilà pourquoi ils sont prêts à déclencher de terribles guerres, ils en oublient les valeurs familiales et les intérêts du pays. C'est vers cela qu'il faut tendre. Bah oui, parce que c'est bien connu que les propagandistes du Kremlin parlent de minorités sexuelles et des droits des transgenres. Ça fait pas du tout vocabulaire occidental tout ça, mais on dira encore que je suis complotiste. C'est complément d'enquête quand même, ils sont sérieux, ils vérifient les faits, non. Voilà, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. On prend un service occidental, prend une coquille vide, cette agence russe, et leur fait dire des choses qu'ils n'ont jamais dites. Le RN, c'est Vladimir Poutine. C'est une barbouzerie XXL. Ils sont prêts à tout, ne l'oubliez pas. Et c'est la même chose sur LCI. La France, cible numéro 1 des campagnes de désinformation et de propagande russe. Et vous savez ce qui nous montre pour illustrer cette propagande russe? 2 vidéos débiles et extrêmement mal ficelées. Après le moudjik aviné de LCI, le propagandiste russe avec un niveau de première année de maternelle. Oui, on y croit. Ils ont oublié juste une chose, les journalistes de LCI. Les Russes n'ont pas besoin de faire de propagande sur Emmanuel Macron. Il suffit de dire la vérité sur la politique du poudré et cela suffit. Et oui, pour attaquer Emmanuel Macron, il suffit de présenter son bilan. Quant à la source des journalistes de LCI, c'est du très lourd, Florian Philippot. La source de cette info est l'officine américaine NewsGuard, que vous connaissez bien dans ses entretiens, j'en ai souvent parlé. Créée en 2018 dans le contexte de la fake news qui circulait à l'époque, la supposée ingérence russe dans l'élection de Donald Trump en 2016. Et voyez qui compose cette officine dont l'administration Trump a dit en novembre 2024
qu'elle limitait la liberté d'expression et qu'elle allait en limiter l'action pour cette raison. Le comité consultatif de NewsGuard comprend notamment Don Baer, ex-directeur de la communication de la Maison-Blanche sous Clinton, Silvia Bencivelli, auteure, présentatrice de télévision et de radio, professeure de journalisme à l'Université de Rome et contributrice à la Repubblica, Anne Duncan, ancien ministre de l'Éducation de l'administration Obama, le général Michael Hayden, ancien directeur de la CIA et de la NSA, etc., etc., etc. Bref, toute la sphère otano-néocon anti-russe hystérique. C'est dire le sérieux de la source de LCU. Mais que se passe-t-il en ce moment? Regardons un petit peu le contexte. Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères. Le chef du ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu'il viendrait à Kiev le 9 mai pour y organiser un anti-9 mai et célébrer le 9 mai 1950. Ces gens, comme Jean-Noël Barrot, confondent tout et se laissent manipuler par leurs émotions, et pas que par leurs émotions sans doute. La bêtise est une arme de destruction massive. En voilà une preuve de plus. Le calme des vieilles troupes versus l'agitation des jeunes proutes. Hervé Banoun, grave provocation. Monsieur Barrot est le seul ministre des Affaires étrangères français depuis 1945 qui célébrera la victoire du 9 mai 1945, non pas à Paris, Londres ou Moscou, mais à Kiev, à l'invitation d'un régime ukrainien dont le héros officiel est le collaborateur Stéphane Bandera. C'est clair, non? Pour justifier cet acte infâme, défilé avec les admirateurs de Bandera à Kiev, il prépare les esprits avec le narratif anti-russe composé de manipulation et de barbouzerie. Barrot, Macron viennent de souiller la mémoire de tous les résistants. Ils viennent de souiller la mémoire du général de Gaulle. Abject, ils nous auront tout fait. Heureusement, il y a des motifs d'espoir. Les militaires sont en train de se réveiller. Nous, citoyens et anciens militaires, demandons aux députés et sénateurs de faire publier au journal officiel toutes les informations sur la présence de troupes françaises en Ukraine depuis 2022, comme l'exige l'article 35, d'organiser un débat suivi d'un vote sur la poursuite de cette intervention en application de l'article 35, de se prononcer sur la ratification des accords de sécurité franco-ukrainiens du 16 février 2024, conformément à l'article 53, de mettre cette résolution à l'ordre du jour dans les 15 jours suivant sa remise, afin de garantir le plein exercice du contrôle parlementaire. Les premiers signataires, les généraux d'armée, Bernard Delaprelle, général d'armée, armée de terre, Jean-Marie Faugère, général d'armée, armée de terre, généraux de corps d'armée, Maurice Lepage, généraux de division, Philippe Châtenoux, Philippe Gallineau, généraux de brigade, Dominique Delawarde, Alexandre Lalanne, Berboutique. Alors, comme avec Florian Philippot, bravo à ces dizaines de généraux, amiraux, colonels, lieutenants-colonels, capitaines, soldats qui viennent de publier ce manifeste pour demander la paix en Ukraine et l'arrêt de l'engagement délirant de la France. Diffusons. Ils exigent à raison l'application des articles 35 et 53 de la Constitution. Un débat, une information, un vote. Normalement, les parlementaires devraient faire ce boulot, mais ils ne le font pas. Et on sait pourquoi. J'espère que vous avez passé de très joyeuses Pâques et il y a encore de bonnes nouvelles. Sondage, 77% des Français pensent que la France est un pays de culture et de tradition catholique. Et autre bonne nouvelle, le retour de la foi chez les plus jeunes. Le frère dominicain, Paul Adrien, 44 ans, est l'un des influenceurs les plus suivis de la sphère catholique française. Fort de son demi-million d'abonnés sur YouTube, il décrypte le regain de ferveur chez les jeunes, notamment durant le carême. Heureusement, Jésus-Christ n'a pas pris une ride et reste attractif, voire encore plus attractif aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il existe et son enseignement est magnifique. La France est de retour. C'est le moment d'ouvrir la rubrique Fantasy avec BHL. Oui, BHL, 33 ans de prison. Dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État tunisien, Bernard-Henri Lévy a été condamné, par contumace bien évidemment, à 33 ans de prison selon la liste officielle des peines rendues publiques ce 18 avril. BHL ne passera pas ses prochaines vacances à Hammamet. On va vite savoir si un mandat d'arrêt international va être émis contre le corbeau des charniers.
BHL prend l'habitude de faire la une des affaires judiciaires. BHL a perdu par exemple contre Blast. Il est bien accusé d'être le destinataire d'un virement de 9 millions d'euros de l'émir du Qatar en contrepartie de son appui dans le déclenchement de la guerre en Libye. BHL démasqué, il fait fortune en vendant la guerre. En Ukraine aussi, Bernard-Henri Lévy visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt après les financements d'Arte. Selon Mediapart, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt visant BHL, président du conseil de surveillance d'Arte France depuis 1993. Entre 2011 et 2022, BHL aurait bénéficié de 750 000 euros de financement de la chaîne franco-allemande pour ses propres documentaires. L'enquête fait suite à un signalement du député de la France Insoumise, Émeric Caron. Ça se resserre autour de BHL. François Bayrou. Ma devise, ne rien faire. Emmanuel Macron, Montchalin, ils ont dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. On ne redressera pas la France avec des postures. Assainir nos finances, c'est retrouver des marges de manœuvre pour investir dans la santé, l'école, la défense. Le tweet de l'année. On ne redressera pas la France avec des postures. 10 ans de posture macroniste, un pays ruiné pour des générations et des générations. Playmobil System. Allez, un peu de chocolat. J'ai posé 5 minutes ma Brigitte en chocolat pour aller faire pipi et quelqu'un en a profité pour manger le bout qui dépassait. Qui a fait ça ? Très bien, Maxi Bernard. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.